Bonjour, alors vous allez pouvoir compléter avec cette vidéo le polycopié du chapitre 3 sur les émissions et perceptions d'un son. Alors dans cette première partie, on va s'intéresser à la production d'un signal sonore, avant de pouvoir s'intéresser à la manière dont il se propage, à la vitesse de propagation et à sa réception. Donc un signal sonore va être créé dans tous les cas par comme moyen une vibration qui va être très rapide d'un objet. Alors l'objet qui va vibrer en lui-même, ça peut être, vous avez des photos sur le côté, les cordes d'une guitare ou les cordes d'un instrument, d'un piano, les ailes d'un insecte. Vous connaissez tous la vibration des ailes d'un moustique. La membrane d'un haut-parleur, donc ça c'est pour les expériences qu'on a pu faire en TP, même si c'était des ultrasons, ou les haut-parleurs d'une sono ou de vos écouteurs. Et quand on est en train de parler, eh bien, ce sont les cordes vocales, les deux cordes vocales dans la gorge qui sont en train de vibrer. Alors, cette vibration peut être très très faible et elle ne va pas être visible à l'œil nu. En général, les cordes d'une guitare, par exemple, on voit la grosse corde qui vibre un peu, mais les cordes assez fines, on ne les voit pas forcément énormément vibrer et donc elles vont provoquer des sons de faible intensité. Le moustique, avec ses petites ailes, il va produire un son de faible intensité. Et donc, les instruments de musique, évidemment, doivent, par exemple, fournir un son beaucoup plus important. Donc, ils vont tous être dotés d'une caisse de résonance. Donc, les cordes vont être à proximité d'une caisse vide, à l'intérieur de laquelle les ondes sonores en fait vont se réfléchir et elles vont rentrer en résonance pour que leur l'intensité sonore soit augmentée. Donc ces vibrations sont transmises à la caisse de résonance et le volume d'air de la caisse de résonance va amplifier ce signal sonore et va avoir une influence évidemment sur ce signal sonore qui va être plus ou moins grave, plus ou moins amplifié. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la caisse de résonance va permettre d'amplifier un signal sonore. Et tous les instruments ont ce genre de caisse de résonance. Le piano, ça va être le corps du piano. La guitare, vous avez évidemment l'intérieur. Donc pour pouvoir produire un son d'une intensité plus importante. Alors maintenant que l'on sait comment un signal sonore est créé, on va s'intéresser à sa propagation. Alors il y a une petite expérience que je fais en classe et que je referai dans les deux groupes qui reviendront. Si on met un réveil sous une cloche dans laquelle on va faire le vide, alors on l'appelle une cloche à vide tout simplement. Alors on aspire l'air à l'intérieur de la cloche avec une sorte d'aspirateur, un moteur qui va aspirer l'air, et on fait sonner le réveil et on constate que on ne va pas entendre le réveil. Alors qu'un signal lumineux, si on met une petite lampe à l'intérieur, la lumière va se propager, il n'y a pas de problème qu'il y ait de l'air ou qu'il n'y en ait pas. Par contre, le réveil ne sera pas entendu dès l'instant où on fait le vide dans la cloche à vide. Alors, c'est pas parfait non plus, il y a encore des vibrations qui sont transmises sur le socle de la cloche à vide, donc on entend un tout petit peu, mais le son est extrêmement atténué si on fait le vide dans la cloche à vide. Donc, on peut constater une première chose très importante qui n'est pas toujours respectée dans les films de science-fiction, qui va être qu'un signal sonore va avoir besoin d'un milieu matériel pour se propager. Alors, un milieu matériel, ce qu'on entend en milieu matériel, c'est un milieu dans lequel il y a de la matière. Ça peut être des solides, des liquides ou des gaz. Donc, évidemment, le signal sonore se propage dans les gaz puisqu'il se propage dans l'air. Mais il va aussi se propager dans l'eau. Donc les sons passent très bien dans les différents liquides et dans les solides aussi, puisque si vous tapez à une porte, le son passe par la porte, se propage et on l'entend de l'autre côté. Donc ça se propage aussi dans les solides. Et il y a quelque chose d'important, c'est que ce son ne peut pas se propager dans le vide, comme on l'a montré avec la petite expérience. Donc dans l'espace, si je mets ce même réveil dans l'espace,
et que je le fais sonner, et ben, on pourra mettre un récepteur à 10 cm de lui, il ne va rien recevoir ce récepteur parce que le son ne peut pas passer du réveil de l'émetteur au récepteur. Alors le fonctionnement de cette propagation en fait peut s'expliquer avec le petit schéma que vous avez ici. Et il y a une animation très bien sur un site qui s'appelle Australo, dont j'ai mis le lien dans le diaporama et que j'ai remise aussi dans la description de la vidéo. Donc en fait, on a des molécules d'air qui sont mises en mouvement par la vibration de l'objet. Donc là, par exemple, sur le schéma que vous avez, ça va être un haut-parleur. Donc on a la membrane du haut-parleur qui va se mettre en mouvement. Et quand elle va avancer, donc se bomber un petit peu comme ça, elle va pousser les molécules d'air. Et quand elle va se reculer, les molécules d'air vont reculer aussi un petit peu. Et ces molécules d'air qui sont en contact avec la membrane vont par exemple à un moment donné avancer par là et elles vont mettre en mouvement les molécules d'air qui sont juste à côté, qui elles-mêmes vont mettre en mouvement les molécules d'air qui sont juste à côté, etc. Et donc le mouvement du haut-parleur va être reproduit par les couches d'air successives qui vont vibrer en fait à la même fréquence, la même vitesse, on verra, que la membrane du haut-parleur. Et tout ça va se propager directement comme ça, de proche en proche, jusqu'au récepteur. Donc les molécules de l'air, c'est-à-dire les molécules de dioxygène et de diazote, vont vibrer sans que l'objet qui vibre ne se déplace lui-même. Donc le haut-parleur, on a sa membrane qui avance en avant et en arrière, mais on n'a pas le haut-parleur évidemment qui avance jusqu'à l'oreille. Et les molécules d'air se déplacent, elles font un petit mouvement, elles avancent, elles reculent, un pas en avant, un pas en arrière, mais elles-mêmes ne sont pas transportées du haut-parleur jusqu'au récepteur. La molécule d'air qui touche le haut-parleur, ça n'est pas elle qui va rentrer dans l'oreille en contact avec le tympan. Elles se poussent les unes les autres. Ça suffit largement pour transmettre le signal sonore. Donc une onde sonore va être constituée d'une succession de compression et de dilatation des molécules de l'air. Et les zones qui sont plus foncées sont des zones sur lesquelles on a une plus grande densité de molécules d'air, c'est-à-dire que les molécules d'air sont plus serrées. Et quand elles vont se détendre, c'est la couche d'à côté qui va, à l'inverse, être comprimée. Donc tout ça va se propager de proche en proche. Alors, dans ce cadre-là, on va résumer la manière dont se propage un signal sonore, c'est-à-dire qu'on a un déplacement de proche en proche d'une vibration dans un milieu matériel et sans transport effectif de matière. Donc, je vous encourage à mettre en pause pour pouvoir noter cette petite définition. Alors, des exemples de transmission d'ondes, alors qu'on va appeler des ondes mécaniques, puisque ce sont des ondes dans lesquelles on a un milieu matériel qui va être le support de cette vibration. Donc cette vibration sans transport effectif de matière, peut se constater dans d'autres phénomènes que des ondes sonores. Vous avez tous en tête une hola dans un stade. On voit bien une sorte de vague qui va se propager à l'intérieur des gradins parce que les gens se lèvent au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'il y a le mouvement de chacune des personnes qui se lève et qui se rassoit, mais il n'y a personne qui va courir le long de la vague de la hola. Chaque personne ne fait que se lever et s'asseoir. Alors on a la même chose dans les vagues. Quand on a des vagues dans la mer, c'est qu'on a les molécules d'eau qui se lèvent, qui redescendent, mais qui ne se déplacent pas avec l'onde qui apparaît. Donc là, l'exemple que j'ai noté, donc la vague se déplace, mais les supporters ne l'accompagnent pas dans son déplacement latéral. On n'a personne qui court le long de la hola. Alors, vous avez d'autres images ici qui permettent de mieux comprendre la propagation du son. Alors, dans ce premier exemple ici, on voit une propagation un petit peu circulaire. Là, on a un exemple qui serait plutôt linéaire, mais on a
le même principe, c'est-à-dire des zones de compression. Hein, le haut-parleur, en s'avançant, ici, va pousser les molécules d'air, qui ensuite vont refaire un pas en arrière, donc ça va se détendre, et elles-mêmes vont pousser les molécules qui sont là, qui vont pousser celles-là, etc. Et à chaque fois, une fois qu'elles ont poussé leurs voisines, elles reviennent à leur place, hein, comme si elles n'avaient rien fait. Et on a cette vibration qui va se produire avec des zones de surpression. Donc ici, vous avez des zones où il y a un peu plus de molécules d'air qu'à côté. Et on a des zones de dépression, hein, exactement comme pour la météo. L'onde se déplace, si elle se déplace dans ce sens-là, on a l'impression d'une onde qui avance dans ce sens-là. Alors maintenant qu'on connaît le phénomène, la manière dont l'onde sonore va se déplacer, va se propager, elle va se propager à une certaine vitesse. Donc on peut être amené à calculer cette vitesse qui va dépendre de plein de choses, on va voir. Alors la vitesse, elle se détermine par la formule qu'on a déjà vue lors du TP sur la mesure de la vitesse des ondes ultrasonores, c'est-à-dire V égale D divisé par delta T. Alors je vous rappelle que D va être la distance et que delta T c'est une durée. Delta c'est une lettre grecque qui est la lettre D, hein, qui se représente juste par un petit triangle et qui représente une durée de propagation d'un signal sonore, c'est-à-dire comme si on avait deux temps sur un chronomètre et on fait le temps de fin moins le temps du début. Et on a bien une durée entre les deux. Un peu comme votre cours qui commence à 8h et qui finit à 8h55. Eh bien, il va durer 55 minutes parce qu'on fait 8h55 moins 8h. Donc ce 55 minutes est une durée. Alors à partir de cette formule, V égale D fois delta T, on peut être amené à calculer soit la distance, soit la durée. Donc il faut être capable de manipuler la formule pour faire l'un des trois calculs possibles. Donc pour trouver la deuxième formule, on fait fois delta t, ici, des deux côtés. Alors je vais essayer d'écrire, très mal vous voyez. Donc ici, j'ai le fois delta t des deux côtés. Voilà. Et on voit que de ce côté-là, le delta t s'annule des deux côtés. Donc il nous reste la distance qui est égale à la vitesse fois delta t. La distance égale v fois delta t. Alors pour la dernière formule, celle qui nous exprime la durée ou le temps, donc on veut une formule qui commence par delta t égale. Donc avec cette formule, il suffit de diviser chaque côté par la vitesse. Voilà, je divise par la vitesse. Et de ce côté-là, la vitesse va se supprimer puisqu'elle est en haut et en bas. Donc il nous reste delta t égale d divisé par v. Donc ça, c'est des petites manipulations qu'il faut savoir faire encore une fois. Alors vous pouvez vous aider bien sûr du fameux triangle qui permet de retrouver les trois formules très facilement. Donc on voit à chaque fois que la distance, quand il y a une fraction, la distance est au-dessus. Hein, d divisé par delta t et d divisé par v. Donc dans le triangle, je mets la distance au-dessus et je mets v et delta t en dessous. Et donc si je veux la vitesse, je cache le v et je trouve d divisé par delta t. Si je veux la distance, c'est v fois delta t. Et si je veux delta t, c'est la distance divisée par v. Alors au niveau des unités, comme on a déjà vu dans le deuxième TP, les unités officielles l'unité officielle qui permet de trouver la vitesse, c'est le mètre par seconde. Donc il va s'écrire m.seconde moins 1, c'est-à-dire mètre slash seconde. On peut aussi l'écrire comme ça. Alors si on veut des mètres par seconde, eh bien il faut absolument que la distance soit en mètres, symbole m, et la durée de propagation du signal sonore en secondes, donc symbole s. Alors, il y a une vitesse qui est à connaître, c'est la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air, à température ambiante.
parce que je dis dans l'air puisque ça va dépendre du milieu dans lequel le signal sonore se propage. Donc dans l'air à température ambiante, donc environ 20 degrés, la vitesse va être de 340 mètres par seconde, comme vous avez pu le mesurer pour le deuxième TP. Donc cette valeur est à connaître. Hein. En interro, en DS, je peux très bien vous la demander. Alors cette valeur va dépendre du milieu traversé, donc si c'est de l'air, si c'est un autre gaz, si c'est de l'eau ou de l'acier ou n'importe quel liquide ou solide, la valeur va être différente. Et ça va dépendre aussi de la température. Eh bien oui, parce que quand on a une température qui est plus basse, les molécules d'air en fait sont plus éloignées les unes par rapport aux autres. Donc le son va se propager un peu moins bien, puisque une molécule d'air a un peu plus de chemin à parcourir avant de croiser une autre molécule d'air pour pouvoir la pousser à son tour. Donc le son se propage un tout petit peu moins bien dans de l'air froid que dans de l'air chaud. Alors la différence est vraiment infime et on ne va pas se rendre compte de cette différence à notre échelle. Alors par contre, quand le milieu change entre les gaz, les solides et les liquides, là la différence est bien plus importante. Dans l'eau, on a une vitesse qui est de 1500 mètres par seconde comparée à 340 et dans l'acier, elle vaut 5800 mètres par seconde. Alors comment expliquer cette différence? Eh bien encore une fois, c'est dû à l'espacement qu'il y a entre les différentes particules qui vont propager les ondes sonores. C'est-à-dire que plus les particules, donc que ce soit les atomes ou les molécules, sont proches les unes des autres, plus quand il y en a une qui bouge, elle va très rapidement mettre en mouvement sa voisine, puisqu'elle est très proche, donc ça va aller très vite de la pousser. Et à l'inverse, dans les gaz, les molécules finalement sont assez éloignées les unes des autres, donc comme je disais tout à l'heure, elle doit parcourir plus de chemin pour aller pousser sa voisine. Donc dans les liquides, les molécules sont beaucoup plus rapprochées que dans les gaz, donc la vitesse est plus grande, et dans les solides, c'est encore, la plupart du temps, encore plus fort, donc la vitesse est encore plus importante. Alors, petit exemple d'application de cette formule, on vous demande en combien de temps une onde sonore parcourt-elle une distance de 10,0 mètres. Donc je vous invite à mettre en pause pour essayer de faire ce petit calcul. Alors, pour répondre à cette question, il faut appliquer la formule qui me permet de calculer la durée de propagation, donc la troisième formule, c'est-à-dire delta t égale d divisé par v. Alors, la distance est donnée dans la consigne et elle est en mètres, 10 mètres, 10,0 mètres, et la vitesse n'est pas donnée dans la consigne, mais vous devez la connaître. Hein, c'est la vitesse qui est notée au-dessus de 340 mètres par seconde. Donc, on fait 10,0 divisé par 340. Alors, on ne recopie pas tous les chiffres de la calculatrice. Hein, les premiers zéros ne donnent pas de précision sur la mesure, mais on met 2 ou 3 chiffres derrière. Donc 0,0294 secondes. Alors si je veux mettre en notation scientifique, je décale la virgule de 1, 2 vers la droite, donc puissance négative 2,94 fois 10 puissance moins 2 secondes.